Bonjour David Lisnard. Bonjour. Bienvenue, vous êtes maire de Cannes, président de l'Association des maires de France et de votre propre parti, désormais, Nouvelle Énergie. Première question, est-ce qu'au titre de l'Association des maires de France, vous êtes invité aux Invalides tout à l'heure ? Alors, les maires sont invités et on fait même mieux que cela. Nous organisons dans un certain nombre de mairies un hommage aux victimes des attaques terroristes du Hamas. Et ce sera le cas pour ma part, où je serai à Cannes, au Monument aux Morts, comme nous le faisons lorsqu'il y a un hommage national. Est-ce que vous jugez que la France insoumise a tort de se présenter, comme l'ont dit beaucoup de responsables politiques ces derniers jours ? Je pense qu'effectivement, il faut qu'on ressente notre attention sur l'hommage aux victimes. C'est un des attentats les plus meurtriers de l'histoire du monde et de l'histoire de France, puisque ce sont 42 compatriotes français qui ont été assassinés par les terroristes du Hamas, et qui sont des néo-nazis. Sur le reste, je pense qu'on ne peut pas faire grief à l'exécutif d'avoir invité tous les représentants. C'est le protocole. Oui, et donc c'est pas un problème de protocole. Ensuite, c'est un problème de décence. Lorsque une organisation, il faut pas oublier quand même que au lendemain du 7 octobre, bien avant la réplique israélienne, les leaders de cette extrême gauche, de LFI, etc., remettaient en cause la véracité des faits, remettaient en cause le caractère terroriste de ce qui est évidemment terroriste, parlaient de mouvement de résistance, cela vient d'être dit. Donc le problème, il est chez eux. Dans la vie, et y compris dans la vie politique, la pudeur et la décence donc il manque de décence sont des vertus. Oui, je le pense, oui. Oui. Je voudrais revenir sur un tout autre sujet. Vous avez reçu hier, si je ne me trompe pas, un prix. Un trophée, le trophée Logement et Territoire. Il y a quelques instants, nous étions en direct avec le patron de la Fédération française du bâtiment dans cette émission, qui nous a dit « Je ne voudrais pas que des grues soient montées sur le périphérique parisien à l'occasion des Jeux Olympiques. Nous avons potentiellement 300 000 personnes sur le carreau dans les années qui viennent. » La crise du logement a l'air grave. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou une situation que vous observez, vous ? C'est une alerte que nous portons depuis 2018 à l'AMF et à titre personnel, puisque je regardais hier, mais pour préparer cette remise de prix, mes premières prises de position, en alertant sur la crise qui allait venir. Et le premier papier date de 2018. Lorsque vous vous attaquez systématiquement aux propriétaires, par un système fiscal qui fait que l'effort fiscal local ne repose que sur les propriétaires désormais, que l'impôt sur la fortune n'est que sur la propriété immobilière, lorsque vous mettez une somme de règles aussi absurde que le DPE sur le parc existant. Donc vous vous attaquez à la fois à la construction et à la rénovation et à la mise sur le marché. Et ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas de propriétaire, vous n'avez pas de locataire. Et qu'aujourd'hui, le système est devenu extrêmement pénalisant pour les propriétaires. L'accès à la propriété et au logement, pour les jeunes notamment, est désastreux. Et donc, il y a une réalité macroéconomique qui va exploser à la figure en termes de chômage, d'activité, avec un effet cascade. Le bâtiment, c'est un des éléments majeurs du... 300 000 destructions d'emplois, disait ce matin le patron de la FFB. Je pense que c'est hélas au moins 200 000, en tout cas, une prévision plausible. Mais derrière tout ça, il y a une réalité humaine. C'est-à-dire que c'est des classes moyennes qui n'arrivent plus à se loger. On renvoie tout le monde vers le logement social. On fait des goulots d'étranglement. Le collectivisme ne fonctionne pas plus dans le logement qu'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est retrouver un marché qui puisse être la règle et ensuite qu'on puisse concentrer la politique publique pour les personnes en difficulté. Aujourd'hui, tout le monde est trahi par cette politique. Il y a des complexités, vous le savez mieux que personne. Cannes, c'est une ville qui est attractive, qui coûte parfois très très cher. Le mètre carré il est parfois plus cher qu'à Paris. Il y a des réalités, par exemple chez vous, qui doivent être prises en compte pour évaluer ce marché de l'immobilier de façon globale. Oui, enfin, je ne suis pas sûr de tout saisir dans la question, mais... c'est que ça n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'un coup de baguette magique et de dire à tel endroit il faut faire ça. Déjà, sur la situation à Cannes, on est une ville très contrastée, puisque vous la connaissez, il y a des quartiers très chers, des quartiers très modestes, et on a un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne nationale. Donc il faut arriver à concilier tout cela. Ce que je veux dire, c'est que ce qui devrait être la règle, c'est-à-dire une capacité d'offre qui, par sa quantité, permet d'avoir des prix corrects. Aujourd'hui, par le zéro artificialisation net, parce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le plan fiscal, par toutes les contraintes qui pèsent sur l'acte de construction et de propriété, vous alimentez une inflation. Et sur les taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on entend parfois... Ils sont autour de 4%. Oui, ils sont même à 5%. Et quand l'inflation va diminuer, les taux d'intérêt réels, eux, vont être encore plus élevés parce qu'ils vont se maintenir compte tenu de l'état catastrophique des finances publiques qui devrait plus nous préoccuper. Et cette hausse des taux d'intérêt, c'est pas le fruit du hasard non plus. C'est-à-dire que lorsqu'on a surinjecté de la masse monétaire, lorsqu'on a parlé du quoi qu'il en coûte, qui est devenu un n'importe quoi qu'il en coûte, la surabondance de masse monétaire fait qu'à un moment donné, lorsque l'on dépense plus que ce que l'on produit, et qu'on a plus de masse monétaire
que la valeur des biens, eh bien, il y a une inflation, y compris du coût de l'argent. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la politique publique du logement, elle a sa pertinence, mais elle doit être ciblée sur les populations qui en ont besoin. Oui, d'ailleurs, oui, ça ne vous a pas échappé. Je pense que depuis maintenant plus d'un mois, il n'y a pas de ministre du logement. Mais alors, je vois que vous avez votre téléphone devant vous. Est-ce qu'il a sonné ? Puisqu'on sait que les personnalités des Républicains parfois sont chassées par c'est vrai. La majorité présidentielle. On vous a proposé d'intégrer le gouvernement ? Je ne réponds jamais à cette question parce que... C'est intéressant, comme les personnalités politiques laissent toujours planer le doute. Non, c'est pas laisser planer le doute. Là aussi, c'est une question de décence. C'est-à-dire que si vous voulez, pour parler clair, pour comme ça, qu'il n'y ait pas de doute du tout, je n'accepterai pas une fonction dans une équipe dans laquelle je ne me sens pas à l'aise. Je suis à un âge de ma vie où j'aime bien être patron et décider des choses. Et compte tenu de cela, on ne me proposera pas comme ça, les choses seront simples. Sur un sujet que vous connaissez bien, je vous avais reçu il y a quelques années au sujet d'un ouvrage que vous avez écrit sur la culture. Oui. Rachida Dati a intégré ce gouvernement. Elle est ministre de la Culture. Est-ce que vous faites partie des gens de votre famille politique qui sont très en colère, très remontés contre elle ? Ou est-ce que vous regardez ça avec un peu de distance ? Je n'ai absolument pas commenté la nomination de Rachida Dati parce que d'abord j'essaie de ne pas être dans le commentaire permanent de l'actualité. En revanche, ce que j'ai envie de dire, c'est que le problème, c'est pas... le président de la République l'a nommé, on a critiqué ses prises de position, on a dit que c'est une traîtresse, etc. Moi, ce qui m'a frappé pendant une semaine, entre sa nomination et son premier déplacement, pas à une seule reprise, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni les oppositions parlent de politique culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les commentaires, y compris des journalistes, ne portent que est-ce que c'est un coup astucieux, est-ce qu'elle a trahi, est-ce qu'elle n'a pas trahi, est-ce que c'est un coup de génie. Oui, enfin, le problème, c'est que ça détruit la confiance. Quand il y a une telle incohérence entre une critique virulente de l'exécutif et tout d'un coup dire « je me sens bien avec cet exécutif », les Français, dont je suis, qui regardent ça, se disent « mais la vie politique, c'est ça ». Or, ça ne doit pas être ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'aurais aimé qu'on dise « écoutez, je nomme Rachida Dati, elle accepte parce que, voilà, sur le plan culturel, on va enfin avoir une vraie politique culturelle. La France va enfin redevenir une puissance culturelle, ce qu'elle n'est plus. On a eu, de mémoire, 14 ministres en 20 ans. Il n'y a plus de politique culturelle en France. Alors que rien ne... Enfin, je ne vais pas refaire le bouquin, mais il y a un enjeu bien plus important qu'on ne le pense. Le remaniement, on attend la deuxième partie là. Jamais dans la Ve République, on avait attendu aussi longtemps la composition complète d'une équipe gouvernementale. À droite, certains, on vous dit libéral, poussent... Paraît que c'est un gros mot en France. Hein. Je ne sais pas. Poussent pour qu'il y ait moins d'administration, qu'il y ait moins de membres peut-être du gouvernement. Ça vous va, non ? 14 super ministres. Est-ce que vous attendez, vous, des délégués, des secrétaires d'État, etc. Moi, ce qui m'irait, c'est s'il y avait une vraie politique française de performance publique et que le nombre de ministres corresponde à une organisation de l'État qui soit enfin performante, qu'on sache où va notre argent. On a le record du monde des prélèvements obligatoires, on a désormais le record du monde de la dépense publique, enfin ça fait un certain temps. Oui, mais alors qui n'empêche pas les investisseurs de venir en France, parce qu'Alperi nous expliquait hier que les étrangers nous trouvent attractifs. Hier, l'exécutif ramait pour dire que le déclassement de la France en termes d'attractivité compte tenu de l'insécurité n'était pas si grave. C'est surtout ce que j'ai entendu. C'est l'autre volet de ce rapport, mais il y a un aspect plus positif. Donc, mais pour revenir là-dessus, c'est simple, on était en richesse par habitant, vous savez, il y a des chiffres. On était au 4e rang il y a 30 ans, nous sommes aujourd'hui au 27e rang mondial. Donc il y a plein d'atouts, la France a tout pour rebondir si on retrouve le sens de l'effort, de la discipline, de la liberté, de l'ordre, et qu'on arrive à concilier les deux. Mais en l'occurrence, il y a un déclassement éducatif qui est une catastrophe, un déclassement culturel, un déclassement économique, c'est une réalité. Et une perte de confiance dans l'action publique. Et vous voyez, toujours pareil, les débats qui tournent, c'est... alors, le gouvernement n'est pas nommé. Il y avait une autre singularité sous la 5e, on vérifiera, mais c'est la première fois que j'entends des ministres qui s'autonoment. C'est-à-dire que... Gérald Darmanin. Pas que lui, et d'autres. Il faut vous dire que moi, dans une équipe, j'ai été à la fois salarié et patron. La personne qui annonce elle-même qu'elle est recrutée sera plus recrutée. C'est une question d'autorité, de respect et de respect. Un dernier mot, monsieur Lissner. Vous êtes patron d'un parti désormais, Nouvelle Énergie. Quelques années, oui. Ouais. Édouard Philippe est candidat, en tout cas ne pas être candidat en 2027, ce serait une erreur, dit-il. A priori, il n'y aura plus de primaire à droite, de ce que j'ai compris en recevant monsieur Marlex. Est-ce que ça veut dire que vous voulez vous imposer comme étant le candidat naturel, celui qui va porter un renouveau de la droite de gouvernement ? Moi, ce que je voudrais, c'est imposer un projet
qui enfin marque la rupture avec cette spirale infernale de la dépense publique inconsidérée, qui fait que plus on dépense d'argent, moins nos fonctionnaires sont payés, moins... Donc ça veut dire oui en creux, en fait. Non, non, c'est pas en creux. Ça veut dire que tout part... Donc oui, clairement. Ce qui veut dire que ce qu'il compte, c'est de recréer un corpus. Dès que vous, à 3 ans d'une élection, vous focalisez sur les personnes, vous alimentez ce jeu qui éloigne les Français de la politique. Mais vous savez bien que c'est le rendez-vous des Français avec une personnalité, monsieur. Mais ce rendez-vous avec une personnalité qui doit incarner se prépare avec un corpus solide, y compris dans le comment on gouverne. Et ça, je vais le proposer, je vais essayer de l'imposer. Donc vous travaillez et à de ça. monter. Ah, mais à fond, complètement. Vous travaillez donc à un programme. À fond sur 2027, oui. À fond. Oui, donc vous répondez clairement à la question. Bah oui, je réponds clairement à toutes vos questions. Merci beaucoup. Surtout quand elles sont claires. Merci beaucoup, David Lisnard. Merci d'être venu ce matin sur LCI.